vous retrouver pour vous présenter votre magazine de prédilection qui vous éclaire sur le plan politique, économique, social, religieux. Une émission très importante pour la vie politique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vaste, un sujet important. Il s'agit donc du système politique avec en toile de fond. Pourquoi la démocratie est une distraction en Afrique? Je ne vais pas m'attarder là-dessus pour m'expliquer, mais notre invité va tenter de répondre à cette question. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, président de la nouvelle vision panafricaine. Bonsoir, M. Norbert Yamba Yamba. Bonsoir, bonsoir Kabeya, merci pour l'invitation. M. Norbert Yamba Yamba, à vous la parole. Pourquoi la démocratie est une distraction en Afrique? Kabeya, la série d'émissions que nous organisons va nous permettre d'avoir un éclairage nécessaire pour permettre à notre pays, pourquoi pas à l'Afrique subsaharienne dans son ensemble, de prendre des orientations qui permettent de consolider, n'est-ce pas, un certain nombre de mécanismes pour les progrès des Africains qui tardent à venir. Et M. Kabeya, vous le savez, pas besoin de le répéter, que si aujourd'hui l'Afrique paraît un continent problématique par excellence, beaucoup de littérature montre qu'il y a trois choses qui ont compromis l'avenir de l'Afrique. Laquelle? La première chose, c'est la religion, ce n'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Oui. Deuxième chose, c'est l'éducation. Nous avons réalisé la dernière fois l'émission. Et troisième chose, c'est le système politique. Les institutions que nous utilisons, qui sont fondamentalement des institutions importées. Et vous savez, Kabeya, et la littérature est abondante, lorsqu'on veut liquider un peuple, lorsqu'on veut détruire un peuple, lorsqu'on veut enlever sa capacité militaire, il faut lui enlever son savoir culturel, et remplacer ce savoir par un autre savoir qui vient d'ailleurs. À ce moment-là, ce peuple-là sera comme un fou, il ne sait pas d'où il vient, où il est, où est-ce qu'il va. Certainement, Kabeya, nos ancêtres ont vécu. La littérature est très abondante. 300 000 ans avant qu'aucun autre pays ne puisse exister dans le monde. Aucune race. Kabeya, vous savez, il y a 35 000 ans, au Kivu, Oui. on a découvert ce qu'on a appelé les bâtons d'Ishango, qui est à la base des mathématiques. Il y en a ceux qui disent qui est à la base même de numérique que nous utilisons aujourd'hui. Les tables numériques, etc. C'est que Kabeya, nous n'avons pas été des animaux sauvages. Nous avons été les premières créatures humaines de Dieu. L'histoire est très récente, montre qu'il y a 40 000 ans, ces Européens existent. Mais nous avons vécu 200, 300 000 ans avant qu'ils ne soient là. C'est que très clairement, nous avions une culture qui nous permettait d'être de vrais scientifiques, parce que les mathématiques sont nées en Afrique, l'écriture c'est en Afrique, Afrique de charbon, noir de charbon, l'astronomie, l'astrophysique, la médecine, des grands intellectuels grecs aujourd'hui qui sont réputés des intellectuels, les premiers intellectuels européens. Ils venaient en Afrique. Thalès était en Afrique. Pythagore, il était en Afrique. Il a réussi les enseignements de Yameso. Tous les théorèmes qui sont allés, lorsqu'ils étaient de retour
en Grèce sont des papyrus qu'ils ont trouvés en Europe, en Afrique, et qu'ils ont copiés. Hippocrate, aujourd'hui, qui est reconnu comme le père de la médecine moderne, il a reçu les enseignements, n'est-ce pas, d'Imhotep, qui est notre savant inégalable, noir de charbon. Que ce soit Pythagore qui a vécu 22 ans pour apprendre, que ce soit Platon qui a vécu 30 ans, tous ces grands penseurs, tous ces grands philosophes, ils se sont ressuscités en Afrique. Et alors maintenant, quand il arrive la colonisation au XVe siècle, on dit que tout ce que vous aviez là on est dans les systèmes politiques. Ouais, oui. C'est faux, c'est de la sorcellerie, etc. Or, nous avions notre propre système politique. Oui. Parce que le système politique qui a existé avec les riches de l'Égypte pharaonique, noir de charbon, c'est un système qui portait sur la confédération des royautés. Il y avait des royaumes, il y avait des empires, etc. Il y avait un type d'organisation. Certainement que chaque empire fonctionnait, mais il y avait des domaines, n'est-ce pas, de collaboration, il y a des domaines d'action commune, etc. Mais quand ils viennent, non seulement ils neutralisent tout ce qu'ils ont trouvé, mais ils disent que non, c'est leur civilisation, c'est leur système politique est idéal. Et c'est le seul système politique qu'il faut copier, notamment la démocratie. Et nous avons copié la démocratie parce que pour être un vrai démocrate, il faut faire comme les Français le font, il faut faire comme les Américains le font. Nous ne dormons pas quand il y a élection présidentielle ou législative en France, ou je ne sais pas, en Belgique, aux États-Unis, etc. Et donc, nous avons copié. Et donc, pour être réputé démocrate, il faut faire comme les autres. Vous imaginez que Général de Gaulle n'a pas fait 5 ans. Il n'a pas fait 7 ans au pouvoir. Il est resté plus d'une dizaine d'années. Mais chez nous, on dit non, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, pour être président, par exemple, en France, il faut faire 5 ans. Aux États-Unis, il faut faire 4 ans. Alors, parce que pour être des vrais démocrates, nous devons aller à l'école occidentale qui est ici, inspirée, n'est-ce pas, du droit gréco-romain. Mais voilà, il faut, excusez Kabila, oui. Et il faut faire comme la France. Oui. C'est comme ça que nous, on est là, parce qu'il faut faire comme la France, il faut une république. Or, la république est importée. La république n'est pas un arrangement institutionnel pour nous. Nous avons connu ce qu'on a appelé la démocratie juxtaposée, c'est-à-dire que tout le monde participe véritablement à la gestion de l'État. Mais, parce qu'il faut faire comme la France, et donc 5 ans chez nous. Et vous allez voir, tous nos juristes ont été formés justement pour reproduire, pour devenir des agents de publicité, n'est-ce pas, de la culture occidentale, qui relèvent des institutions occidentales. Parce qu'en France, c'est le système présidentiel ou parlementariste rationalisé. Il faut, chez nous, que l'on puisse justement appliquer ça. Au lieu de regarder, d'évaluer un peu, quand nous avons tenté d'appliquer véritablement toutes ces idées importées, qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Et qu'est-ce que faisaient nos ancêtres pour que nous puissions véritablement réfléchir et inventer un autre système politique qui ne soit pas le même que celui des Français ou des Belges, des Anglais, compagnie, etc. Ça, nous ne pouvons pas le faire parce qu'effectivement, on risque de vous croire, de vous taxer d'être, n'est-ce pas, non démocrate. Alors, voilà. Donc, nous avons pratiqué la démocratie, et comme nous avons pratiqué la démocratie, c'est très clair que tout ce temps, c'est une peine perdue. Il y en a même ceux qui pensent que la démocratie chez nous, c'est un divertissement. C'est pratiquement une distraction. Chaque fois, on dit non, allons aux élections. Tu vois, ce qui arrive aujourd'hui, peut-être vous arrivez au pouvoir, au lieu de travailler pour le développement du pays, vous commencez déjà à préparer les élections prochaines. Mais ce sont ces pénibles réalités qui font dire aux gens que la démocratie africaine sont des caricatures. Bien entendu, ce sont des caricatures parce que ça ne relève pas de notre patrimoine culturel.
nous l'avons toujours dit, et point de besoin de le répéter, qu'un arbre sans racines tombe, et nous sommes tombés simplement parce que nous n'avons pas la fondation. Nous sommes tombés simplement parce que nous copions l'Occident. Or, la démocratie occidentale, elle est aujourd'hui en plein effondrement. Des prédictions nous montrent très clairement que la décadence est en train d'arriver. Il faut lire plusieurs livres de Michel Onfray. Il faut lire Emmanuel Todd, qui a commencé par prédire la situation en Union soviétique à l'époque. Ça s'est réalisé, etc. Et donc, aujourd'hui, même eux qui prétendent avoir un idéal civilisationnel, ils sont en cours d'idée. Le système ne répond plus. Regardez, en France, par exemple, les grands partis politiques, comme le Républicain, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, vous avez vu les élections? Ils sont en train de disparaître. On dirait qu'on n'a plus besoin des partis politiques. Et nous travaillons avec les partis politiques parce qu'il fallait copier les Occidentaux. Mais curieusement, ces partis politiques ne nous servent à rien. Il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et donc, aujourd'hui, nous avons la responsabilité de réfléchir pour que nous puissions inventer un autre système politique. Parce que ce système politique est un système d'assujettissement, un système d'emprisonnement, un système qui nous lance vers le ghetto, et nous devons faire un effort, sinon on va encore faire des millénaires sans que nous puissions nous en sortir. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, M. Norbert Yamba, c'est la défaite du communisme pour la victoire au capitalisme qui prône le libéralisme, les laisser aller, en fait, avec tout ce qui se passe actuellement. Vous ne voyez pas que par là, les systèmes politiques extérieurs trouvera toujours un moyen propice pour s'exercer dans chaque pays? Kabea, certainement que la mondialisation, c'est une sorte de planétarisation. Mais Kabea, aujourd'hui, il y a un courant de la démondialisation, un courant de la déglobalisation. C'est-à-dire ça veut dire, en fait, les gens qui ne sont plus d'accord avec la mondialisation, ça provoquait tellement des effets nocifs, des effets négatifs, qu'il faut revisiter. Nos amis sont en train de réfléchir. Vous avez suivi dernièrement, avant même les élections, Emmanuel Macron, président français bien entendu, il a réuni les meilleurs des Français dans les différents secteurs de la vie nationale. Et il a dit, bon, projetons l'avenir de la France jusqu'en 2100. Et donc, ils ont réfléchi. On a vu des prix Nobel de fusil, des prix Nobel, je ne sais pas, de droit, des spécialistes de chimie, compagnie, etc. Le meilleur, les hommes politiques, les opérateurs politiques, tous ceux qui se sont excellés dans les différents domaines de la vie, ils se sont regroupés avec le président pour échanger, dialoguer et éventuellement chercher à construire de nouvelles alternatives, de nouvelles offres qui permettent de construire l'avenir, par exemple, de la France en ayant 80 ans prochains. Mais est-ce que chez nous, on se pose la question? On a fait les élections, on n'évalue même pas ce qu'il y a eu. Tu vois les lois, excusez, tu vois les lois. La loi sur la CNI, la loi électorale, on n'évalue pas. On ne sait pas voir que ça nous a donné tel résultat, ça ne nous a pas permis d'avancer, qu'est-ce que nous faisons, etc. J'ai suivi un professeur de droit constitutionnel dans une émission. Il citait naturellement un professeur sud-africain qui disait qu'il y a tout dans le droit qui est le nôtre, sauf notre droit, le droit africain. C'est que les chercheurs, les pseudo-chercheurs politisés, ça c'est évident. Ça n'a pas d'importance. Ils n'ont jamais fait aucun effort pour introduire les droits africains au niveau de droits qui régentent notre pays, nos pays, etc. Et pourtant, quand vous posez la question comment l'Empire du Mali était organisé, l'Empire du Mali, c'est très clair, il y avait la charte Mandane. À l'époque, l'Occident, l'Europe n'avait pas encore rien. Et cette charte de 44 articles
suivez les chansons de... j'ai perdu le nom de ces griots-là, mais qui en réalité relatent les différentes lois qui ont permis naturellement de maintenir l'ordre social à l'Empire du Mali. Pas le Mali actuel, hein, parce que c'était une confédération des royautés, etc. Oui. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui, sincèrement, Kabila, parce que nous avons appliqué les institutions à l'occidental. Nous avons appliqué la démocratie à l'occidental. À chaque fois que nous organisons les élections, c'est la guerre, ce sont des querelles, ce sont des divisions. Mais interrogeons les héritages traditionnels pour dire comment nos ancêtres se sont organisés. Dans nos empires, Mobutu a tenté quelque chose, même si à un moment donné il a été diabolisé, nous n'avons pas compris tous à l'époque. Il y a eu des royaumes. Mobutu, quand il portait sa toque, il se faisait comme un roi, il se faisait comme un empereur. Mais malheureusement, tout a été chamboulé parce qu'effectivement, même son entourage n'avait pas travaillé comme les notables de nos villages. Les notables de nos villages n'étaient pas des cupides. Ils étaient là en train d'aider le chef à prendre des décisions stratégiques mais performantes. Mais à la différence d'aujourd'hui, ce n'est pas les cas. Vous avez le village qui se gère autrement et vous avez la République qui se gère autrement. Alors, tantôt, on prend certains mécanismes du village, on veut mettre dans la République alors qui est une donne importée, et donc ça consécute, ça donne un dysfonctionnement total. Et nous avons intérêt pour nos universités qui produisent des docteurs chaque année, etc. Et quelles thèses? La plupart des thèses de compilation. Les thèses où on copie, on va dans les bibliothèques, on essaie de grimper sur les idées. Mais c'est Norbert Mbemba, puisque nous parlons du système politique, comment voyez-vous la démarche d'un chercheur, Cheikh Anta Diop, donc un chercheur qui a fait d'ailleurs la fierté de l'Afrique? Il a prôné à un moment donné l'unité culturelle de l'Afrique et la thèse selon laquelle l'Égypte pharaonique avait un système politique constitué tout simplement de Noirs. Comment voyez-vous sa démarche en tant que chercheur? Non, mais Cheikh Anta Diop, le patriarche, c'est donc l'un de nos divinités qui a voulu reconstruire l'histoire de l'Afrique. Selon les Africains, oui. Qui a voulu restaurer véritablement l'Afrique, la vraie Afrique, noire de charbon. Et il a réfléchi sur le plan de la religion, il a réfléchi sur le plan du système politique, il a réfléchi sur le plan du système éducatif. On aura l'occasion de parler dans chaque système quelle a été la pensée véritablement de Cheikh Anta Diop. Mais Cheikh Anta est parti. Il nous a suscité l'intérêt pour que nous puissions véritablement aujourd'hui nous engager pour avoir des vrais panafricanistes, qui doivent connaître l'Afrique, qui doivent trouver des solutions aux problèmes africains, etc. Ça, c'est un Cheikh qui nous a donné véritablement cet appétit, mais qui doit continuer, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'air de comprendre cela. Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez les manuels ou les différents syllabis qui sont donnés dans nos universités, lorsque vous regardez les enseignements qui sont donnés, par exemple, dans nos écoles primaires, secondaires et compagnie, etc., ça sont des enseignements importés, dont les livres sont écrits par les autres, etc. Même ici, allez même à la faculté d'histoire dans bien d'universités, rare qu'on cite Cheikh Anta Diop. Il y a des savants comme Bombassong aujourd'hui qui sont en train de réfléchir. C'est un géologue, mais qui est devenu juriste, parce qu'il a écrit un droit africain. Il a écrit économie africaine, etc. Et tous ces gens, des gens comme Kobi Gomez, est-ce qu'ils sont connus ici? Tu vois? Et donc, on dit que ces choses-là soient popularisées. Mais alors, pour populariser cela, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui croient à l'Afrique. Or, les Africains ne croient pas à l'Afrique. Les Africains croient à la civilisation occidentale comme l'unité de mesure et la seule civilisation référentielle. Mais dans tout cela, il est observé une lutte culturelle où
les Anglais sont montés en flèche, les Français sont en perte de vitesse. Voilà pourquoi ils ont créé la francophonie pour sauvegarder l'unité, la colonisation culturelle en Afrique. Mais nous, les Africains, qu'est-ce qu'on fait pour ne serait-ce que les idées conçues par nos chercheurs, conçues par nos ancêtres, soient une réalité concrète? Ça, c'est la responsabilité à la fois de l'élite intellectuelle et l'élite politique. Parce qu'on peut parler des élites. On peut parler des élites. Avec tout ce qui se passe, on peut parler des élites. Bon, ce sont des diplômés acculturés que Bob Bassong appelle des abrutis fondationnels, en fait. On n'a pas de choix. Il n'y a que... On les appelle des perroquets grimaciers, en fait. Des diplômés d'université, en fait. Bien entendu, des diplômés. Oui. Mais ce ne sont pas des élites. Oui. Parce que quelqu'un qui est élite produit des idées, mais les rend opérationnelles. Or, ici, les différentes productions dans nos universités, non seulement elles sont en inadéquation, elles sont en discordance, en désharmonie avec nos réalités, mais ces idées-là ne sont pas d'application. Allez à l'université, combien de mémoires on produit chaque année? Qui en fait usage? Combien de thèses doctorales sont produites chaque année? Est-ce que vous avez déjà les nouvelles d'une thèse qui fait fureur en termes d'idées pour inspirer véritablement les autorités de manière à rendre opérationnel? Rien du tout. Oui. Donc, tous les diplômes ne sont que des diplômes. C'est une formalité d'usage. Peut-être que je suis D6, je n'ai pas un salaire un peu plus élevé, bon, je deviens gradué, je me rends compte finalement que les gradués, ça ne marche pas, je deviens licencié, je deviens master, je deviens docteur, etc. Et ça s'arrête là. Ce n'est pas pour transformer le pays. Ce n'est pas pour transformer le pays. Toutes les thèses ne rivalisent pas les thèses de la colonisation. Le système politique qui a été mis en place, fondamentalement réputé démocratique, c'est une thèse qui relève des théoriciens, des chercheurs occidentaux, mais nos chercheurs à nous. D'abord, ils se divisent entre eux. Oh, je suis marxiste. Communiste. Oh, je suis communiste. Capitaliste. Je suis socialiste, etc. Oui. Vous voyez, or, ce sont des doctrines, certes, qui ont fait fureur à une certaine époque, mais chez eux, chez les Occidentaux, nous n'avons pas la maîtrise, parce qu'il faudrait que chaque citoyen soit en mesure d'avoir la maîtrise sur la question. Mais à l'université, les gens sont divisés. Les hommes politiques sont divisés à cause de ces idéologies qui ne croient pas, qui non internalisées, etc. Et donc, nous n'avons pas la possibilité de construire une dynamique autour d'une idéologie fondamentale africaine. Oui. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'afrocentrisme. Mais combien d'intellectuels africains connaissent ce que c'est l'afrocentrisme et s'y engagent? Parce que c'est un combat. Moi, je suis inscrit à une grande université camitologique, c'est-à-dire les Kamites, les Noirs. Oui. Ils ont monté leur propre université. Aujourd'hui, dans la PERAT, la directrice des études, c'est Mme Amamazama. Elle est guadeloupéenne. Elle enseigne à l'université, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et avec d'autres professeurs, y compris, hein, nous avons un compatriote aussi qui est professeur dans cette université, surtout la partie doctorale, professeur Bilolo Moubangue, qui visiblement sont en train de vouloir former des hommes qui sont naturellement capables de monter un système politique en Afrique, de monter un système religieux en Afrique, de monter un système éducatif pour libérer l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est emprisonnée. Oui. Parce que quand l'homme blanc est arrivé, oui, il nous a trouvés avec une autre civilisation. On dit, vous êtes indépendant, il y rentre, mais il nous laisse son système. Et nous continuons avec son système qui nous a infantilisés, qui nous a instrumentalisés, qui nous a clochardisés. Au lieu de revenir à notre situation d'antan, nous ne l'avons pas fait. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes victimes de notre propre... Nous parlons des systèmes politiques. Dans les concerts des nations aujourd'hui, que peut-on retenir d'une nation réduite à la mendicité chronique, dont les manifestations culturelles sont confinées
au flonflon d'un folklore biaisé, alors que ces institutions ont été conçues pour domestiquer et effrayer et non faire participer, comme les cas aujourd'hui en Afrique. Tout se combine et l'Afrique, comme je vous ai dit, hein, on a liquidé l'Afrique. On a neutralisé l'Afrique. Comment? En enlevant le savoir africain pour le remplacer par le savoir occidental, qui est un paradigme égocentrique à rentabilité externe. Oui. Et on est perdu, quoi. Même quand on fait les élections, c'est combien de personnes? Qui connaît les règles du jeu? Est-ce que vous avez déjà entendu les hommes politiques, même aujourd'hui, ils parlent des élections 2023, ils vous parlent de la loi. Ils proposent quoi? Quelles sont les alternatives qu'ils proposent? Pour reproduire le socialisme, le libéralisme ou le communisme, qui aujourd'hui est dépassé, démodé, essoufflé, ou pour nous reproduire quoi? Vous n'avez pas répondu à ma question jusque-là. Et donc, je ne sais pas si on va entrer dans un autre système. Quelle était véritablement la question alors? Je parle du concert des nations. Oui. Ce qui se passe actuellement où les pays est réduit, en fait, les nations sont réduites à la mendicité chronique. Mais alors, c'est ça le système qui a été Oui. mis en place. Le système qui a été mis en place, c'est un système patrimonial. Oui. À mendicité internationale. Le système patrimonial, c'est un système où vous avez les puissances d'argent. Oui. Sont des parrains des différents dirigeants de nos pays. Et on ne peut être dirigeant d'un pays que lorsqu'on est choisi par les puissances d'argent. C'est comme ça que vous avez vu, même à un moment donné, les gens ont discuté en Genève, etc., sous la médiation, je ne sais pas de qui, compagnie, etc. L'idée, en fait, c'est avoir les dirigeants qui doivent être soutenus par les puissants d'argent, l'Occident. Aujourd'hui, l'Orient s'ajoute parce que la Chine commence à faire le jeu. Et donc, ces dirigeants-là n'ont pas de compte à rendre à notre peuple. Ouais, à Ces qui? dirigeants-là donnent la possibilité, le marché Oui. à l'Occident. Et l'Occident vient utiliser nos ressources naturelles juste par extraction. Il amène des briques. Et c'est là chez eux qu'il y a des industries pour transformer. C'est chez eux qu'on transforme ces ressources. Et c'est chez eux qu'on dispose des ressources, des richesses. Mais vous ne voyez pas que... Excusez-moi, Kabila, Oui. on trouve des emplois pour leurs jeunes. Mais nous, on n'a que les yeux pour pleurer. Et la population est en train de danser pour les autorités, pour les dirigeants. La population est en train de crier, ne connaissant pas les enjeux géopolitiques qui interviennent. Et d'ailleurs, même nos dirigeants, Oui. ils sont limités. Quel est ce dirigeant qui peut dire non aux États-Unis aujourd'hui? Quel est ce dirigeant? Ose le dire. Les Congo. Comment? Les Congo. Non, je dis de manière générale, Oui. pour l'Afrique, Oui. etc. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, au moment où nous sommes en train de réfléchir sur des questions qui intéressent l'avenir de notre société, il nous appartient aujourd'hui de profiter de cette guéguerre entre l'Orient et l'Occident. Pour que nos universitaires, Dans une minute, M. Norbert. nos universitaires génèrent des théories modernisées, mais puiser des héritages traditionnels pour nous créer des choses, des systèmes politiques, des institutions qui permettent véritablement que nous puissions avancer. La Chine est dirigée par le Parti communiste. Ce qui entre au congrès du Parti communiste, ce n'est pas tout le monde. C'est 192 000 personnes qui décident de l'avenir de la Chine. Mais ils sont 1,5 milliard. C'est une particularité, c'est un modèle chinois, fondamentalement chinois. Tu vas voir, la démocratie indienne, elle est fondamentalement indienne. Il n'y a que l'Afrique qui prend tout ce qu'on lui donne. J'avais un ami qui a étudié avec moi à l'université d'Anvers en Belgique. Il dit, c'est un Chinois bien entendu. Moi j'ai dit, mon cher ami, comment ça se passe? Comment vous arrivez ici, mais chez vous, vous êtes avancé? Il dit, non, nous on n'est pas ici pour apprendre quoi que ce soit. Certainement que nous regardons ce qu'ils font. Nous allons transformer avec notre génie. Mais ce qui nous intéresse plus, parce que chez vous, il y a beaucoup de richesses, et nous venons aussi apprendre comment ces gens vous ont dominé.
pour que nous soyons également en mesure de le faire. Mais c'est Norbert Yamba. Excusez, Kabila, Oui, vous avez 1 minute pour terminer, et donc, parce que nous acheminons déjà. les Chinois aussi ont appris comment ils nous ont dominés. Et la première chose, c'est d'organiser des bourses. C'est comme ça que bourse Chine, bourse Japon, bourse Bangladesh, facilité d'entrée, etc. C'est pour avoir des relais volontaires à l'intérieur de la République. Ceux qui vont travailler pour eux, et tous ceux qui apparaissent aujourd'hui comme panafricanistes, comme aimant l'Afrique, ne sont pas acceptés. Mais c'est pour dire que le Congo ou l'Afrique a encore un long chemin à parcourir. Il faut se battre avant de se prononcer aux problèmes liés au bien-être de sa population, non, avec toute cette réalité. On fait ces émissions. Oui. On fait ces émissions. Mais il y a peu qui suivent, c'est ça le problème, mais c'est normal. Alors, maintenant, il faut toute une politique stratégique par le gouvernement de la République au travers les chaînes, la chaîne publique, notamment la RTNC et compagnie, en fait, et qu'on donne un contenu pour accroître les niveaux de lucidité de la population. Si le petit peuple qui se trouve à 2000 km, c'est pas Kaziba, au sud Kivu, etc., n'est pas à mesure, naturellement, de pouvoir comprendre les enjeux, alors ça sera très compliqué. Ce sera vraiment compliqué. Mais puisque nous parlons des systèmes politiques, sans risquer, M. Norbert Yamba, une exagération outrée, vous ne voyez pas que, aujourd'hui, parlons un peu des constitutions. La constitution africaine régisse un ordre qui nous est d'ailleurs extérieur et qui est là pour des intérêts, je dirais même, extérieurs. Pensez-vous que dans tout cela, nous, les Bantous, peut-on dire que nous sommes libres face à une telle réalité? Mais qui vous dit que vous êtes libre? Il y a eu la colonisation, après, non, il y a eu l'esclavage, après l'esclavage, il y a l'État indépendant du Congo, la République démocratique du Congo, ça prouve à suffisance que nous sommes libres. Il y a la néocolonisation. Aujourd'hui, nous sommes dans la néocolonisation. Et d'ailleurs, il y a même une renaissance de la guerre froide. Dans une autre forme de colonialisme. Non, c'est une colonisation. C'est ça ce que ça veut dire. Dans les nouveaux colonialismes. Et alors maintenant, vous dites, qu'est-ce que nous faisons, etc. J'ai dit qu'il faut un génie. Il faut restaurer notre spiritualité pour que nous soyons à mesure d'inventer nos propres moyens. Mais ça aussi, il faut que le système éducatif change. Dans nos villages, on peut ne pas aller à l'école occidentale, mais on peut devenir utile parce qu'on peut se construire une maison, on peut en savoir pêcher, on peut cultiver, on peut avoir la nourriture. Ça, c'est notre partie, ça, c'est un système d'éducation. Mais même si on n'a jamais été à l'école occidentale. Mais c'est cette école-là, ce système-là qui aurait pu véritablement être élevé, être domestiqué, pour que même quand quelqu'un fait l'école primaire, oui, il soit en mesure d'être utile, même s'il ne termine pas 6 ans primaires. Et je lui signalerai en Tanzanie à essayer. Quand on termine l'école primaire, on est capable de s'installer, on est capable d'avoir sa propre maison, on est capable de devenir producteur ou chef d'entreprise, etc. Mais il a manqué de moyens pour continuer son expérience. En 1981, il avait demandé au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, à l'époque, de l'aider. Ils ont dit non, ils ne peuvent pas soutenir ça. Même les moyens qu'on donne ici, en fait, c'est difficile de trouver des moyens pour que vous puissiez faire un autofinancement. Hein, c'est toujours de l'argent qu'on va dépenser, et vous n'avez même pas de traces. C'est ce que ça veut dire. Donc, Kabila, le combat est très 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 compliqué. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer un changement de paysage politique national et international. Oui. Nous sommes en train d'observer également la délocalisation de la puissance. Hier, c'était l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'Europe. Et qui va booster les choses. Qui est en train véritablement d'aller, oui, le pouvoir est en train d'aller vers l'Asie. Oui. Rien n'empêche que ça nous revienne, mais encore qu'il faut faire le vrai diagnostic. Quelle est notre situation et qu'est-ce que nous pouvons faire pour véritablement faire pour répandre notre droit d'aînesse.
C'est cela, pas en faisant des débats tels que je vois aujourd'hui, tout le monde, loi électorale, etc. Quelle loi électorale? Une loi tirée... Élection. Élection, un passe-temps, c'est une distraction, c'est un divertissement. Vous voyez les hommes politiques en train de danser, compagnie, etc. Avec la politique des hautes toits de là que j'ai mis mettre. Alors, voilà, sans alternative, on propose quoi? Dis-moi, est-ce que vous connaissez vraiment, avec les Tshisekedi, avec les Lumumba, on a entendu parler autrefois d'état de droit, on en parle aujourd'hui avec Félix et compagnie, etc. J'aurais aimé que vous me disiez que telle ou telle politique majeure, quelle est sa vision? Quelle est sa vision en termes d'alternative? Que s'il arrive aujourd'hui au pouvoir, il est capable d'appliquer et d'opérationnaliser une vision, un système de valeurs à mettre en route. Mais c'est Norbert Yamba. Hormis ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, il y a un certain nombre de réalités qui suscitent même la division de l'Afrique en même temps. Voilà pourquoi on se pose cette question. Une Afrique divisée peut-elle et doit-elle devenir la sœur de l'Europe ou tout bonnement une jolie servante mal payée pour sa fidélité, même si on lui fait souffrir, même si il y a des idées qui nous guident, pas de perspectives intéressantes quant à la bonne marche de l'Afrique. L'Afrique est donc là, en train d'observer, sans pour autant faire quelque chose, en vue de son épanouissement. Kabila, vous posez là une question très pertinente. Anta Diop, après analyse, parce que c'est le meilleur des savants, notre patriarche, l'un des savants du XXIe siècle. Et donc, nous avons la responsabilité, d'après Anta Diop, de pouvoir mettre en place les États-Unis d'Afrique. Et les États-Unis d'Afrique va faire que nous ayons un seul pays, comme on a assisté autrefois à la Confédération des royautés. Mais écoutez, aujourd'hui, on est à 54 États. C'est saucissonné, même le Sud-Soudan, qui vient de se séparer du reste du Soudan, c'est la volonté de l'Occident, c'est la volonté de puissance. Et la tendance aujourd'hui, c'est de nous diviser davantage. Je n'ai jamais cessé de le répéter. Notre compatriote sénégalais, Tidjane, ancien ministre des Affaires étrangères, nous dit très clairement que dans les laboratoires de puissance d'argent aujourd'hui, l'Afrique doit être saucissonnée. On peut même aller jusqu'à 80, entre 80 pays. L'idée et l'idéal serait que chaque pays trouve une boutique et son magasin, parce qu'on va se disputer le pays. Alors des pays sous-continents comme le Congo, Kinshasa, méritent véritablement des trucs. Et dans les prévisions, dans les prédictions, on parle de plus en plus de 5 États. Un pays comme le Mali, vous voyez, la guerre, avec son uranium, avec son or, avec son pétrole, il faut qu'on divise à 3 États. Le Nigeria, un pays mastodonte, mais avec autant, etc. Il faut qu'il soit divisé pour qu'on prenne les endroits stratégiques où il y a du pétrole. La République centrafricaine, un pays de 5 millions d'habitants, mais on veut les diviser, simplement parce qu'il y a de l'or, il y a du diamant, etc. Donc, la tendance aujourd'hui de puissance d'argent, c'est dans la perspective de pouvoir nous diviser davantage pour que chacun ait son morceau de terre où il vient exploiter sans problème. Comment pouvez-vous expliquer que hier, les Chinois n'avaient pas de base militaire en Afrique, même à travers le monde? Mais les Chinois ont une base militaire. Les Turcs ont une base militaire. Ils se disputent, ces différentes bases militaires se disputent. La Russie. À Djibouti. La Russie. La Russie aussi. La Chine ont des bases militaires. Vous voyez, or, hier, c'était les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc. Mais ils nous occupent. Est-ce qu'ils peuvent accepter qu'on puisse avoir des bases militaires chez eux? Comment on peut nous prendre en otage comme ça jusqu'à ce point? Mais alors maintenant, on nous considère comme des sous-hommes. Nous sommes incapables de faire face à une telle réalité, mais c'est Norbert Yamba. Bien entendu, et vous savez la tendance aujourd'hui. Et quelle alternative face à une telle situation? Mais ce que nous sommes en train de faire, vous savez, pour arriver ici, j'ai fait de sacrifices. Mais est-ce que c'est le même niveau de compréhension de nos compatriotes? Pas du tout. De nos dirigeants? Pas du tout. Aujourd'hui, il y a une guerre
entre l'Occident et l'Orient. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de profiter au maximum de cette guerre pour inventer, transformer notre système d'enseignement, transformer notre système politique, transformer notre système religieux, oui. Qui aujourd'hui nous endoctrine, nous fait un matraquage du cerveau pour s'endormir effectivement au service de puissants dangers. Ça, on en a besoin, oui. Et c'est de cette manière qu'on va véritablement... Encore que bon, l'élite politique s'engage, mais aujourd'hui l'élite politique est dans une élite de positionnement. Ils attendent les élections pour se positionner, se faire appeler excellence et honorable. Et ça s'arrête là. Mais c'est normal. Dans les universités, oui. Ce sont des colos, ce sont rares. Les catholiques organisent souvent des colloques, on fait des réflexions philosophiques, il y a les universités, Salumbashi, oui. Tout ça. Mais est-ce que ce sont des colloques qui aboutissent à des recommandations majeures qui peuvent bouger le pays? Moi j'ai dit non, ce sont des formalités d'usage. Il faut dépasser cette étape-là pour arriver à des moments pour dire voilà le système que nous vous proposons sur le plan politique. Ce n'est plus la démocratie occidentale. Oui. Il faut abandonner cette démocratie. Il faut arriver à utiliser ce modèle de gestion. Ça c'est un travail de longue haleine. Non, mais pourquoi j'en parle? Il y a des gens, par exemple, l'applicabilité devient difficile. Non, au moment où certaines gens ne partagent pas votre idée. Le professeur Tchekantadov avait déjà préparé le terrain. Oui. Le lit est déjà préparé. Les terrains balisés. Je vois balisé. Oui. Voilà. Des gens comme José Dodo Sasmanto, c'est un frère angolais, un sociologue, mais qui réfléchit pour la matérialisation physique de la pensée de Tchekantadov. Nous avons des gens comme Bob Bassam. Nous avons des gens comme Dumbi Fakoli. Et ne parlons pas de patriarche Obenga, qui plaide jusqu'aujourd'hui. Il venait de sortir un livre. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais je voulais vous poser une question, M. Norvé Yamba. En ce qui concerne, en fait, les systèmes politiques africains, il n'est pas dit aujourd'hui que les idées dynamiques doivent nécessairement porter les sceaux de l'originalité. Il suffit qu'ils soient également repensés, assimilés. Mais dis-moi, M. Norbert Yambamba, pourquoi ne pas opter, ne serait-ce que pour des systèmes de gauche et de droite comme en France, où il y a les gauchistes qui privilégient l'intérêt supérieur de la nation. Ça, c'est vous êtes dans la guerre des idéologies démodées. Ça ne joue plus. Ça ne joue plus, Kabila. Vous voulez ça ne sera pas la bienvenue pour l'Afrique. Arrêtez, Kabila. Oui. Vous voulez que le passé des autres soit votre présent? Ah non, Kabila. Il faut restaurer votre poids ontologique. Mais on doit le restaurer comment, monsieur? Mais en interrogeant, en fouinant les héritages traditionnels, ce que nos ancêtres ont pratiqué, nous devons fouiner, nous devons moderniser, nous devons théoriser, nous devons scientifiser, Kabila. Scientifiser. Mais il faudra du temps, Oui, mais il faut commencer quelque part. Le premier pas a toujours été le plus long. Quand on ne commence pas, on ne commencera jamais. Vous voulez prendre le raccourci? Vous n'avez pas une vision long-termiste? Entre-temps, la population croupisse dans la misère la plus noire. Mais c'est justement, il faut y aller, n'est-ce pas? Mais il faut commencer à décanter la situation à travers ces systèmes que vous optez. On n'abandonne pas comme un fou. On cherche des solutions pour la population, tout en sachant que la population ne sera pas satisfaite entièrement. Tout simplement parce que nous avons des ressources naturelles qui sont exportées et qui ne sont pas transformées ici chez nous, dont nous n'avons pas de richesses additionnelles, nous ne créons pas de l'emploi. Et donc, le volume d'argent que nous avons sera toujours faible et nous sommes une population qui croît de manière géométrique. Et donc, excusez-moi bien. Oui. Et de ce fait, maintenant qu'on aura fait le diagnostic, nous devons faire un effort pour dire oui, tout le monde ne sera pas satisfait. Mais au moins, nous allons satisfaire ceux qui seront satisfaits. Mais alors, changeons. C'est vrai qu'il y aura des douleurs d'enfantement. Mais il faut savoir, on dirait, c'est le pansement, non? Mais il n'y a pas de voie sacrée sans embûche. Bien entendu. Oui. Et le grand problème pour vous, c'est qu'il faut prendre le raccourci. Oui. Accepter la colonisation, accepter l'emprisonnement, accepter de vivre au ghetto, dans les ghettos, bon, parce que la population... aujourd'hui... Mais vous oubliez que même la révisitation du code minier, tel que révisé par le régime passé,
interdisait que nos matières premières puissent sortir à l'état brut, à l'étranger. Vous ne voyez pas que c'est déjà un pas pour l'épanouissement de la République démocratique du Congo? Il faut éviter des slogans. Vous avez déjà vu une usine de transformation ici? Le coltan, là. C'est 80% des réserves, non? Ça aurait pu nous donner pas mal d'argent si on faisait une usine de transformation de ce coltan où on fabrique des batteries pour les téléphones. Est-ce qu'il y en a? Vous dites que non, il y a eu révision du code, etc. Nous sommes au niveau de la taxation KBA. Lisez les codes. Je suis fait la consultance autour de ça, non? Que ce soit le code forestier, que ce soit le code minier, etc. Lorsqu'on passe de 2% à 5%, vous croyez vraiment qu'on a fait des réformes? Mais tout cela a pris l'ampleur des tragédies, M. Norbert Yambaya. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Votre mot pour terminer? Non, je te remercie, Kabila, des efforts que vous faites. Je salue les responsables de CCTV qui acceptent d'organiser ce genre d'émissions, qui sont très rares à travers d'autres télévisions. Il faudrait que tout le monde aboite le pas pour que nous cherchions des solutions durables à notre situation. Sinon, alors on va continuer à dire Fayoulou ceci, Tshisekedi ceci, Kabila ceci, et le peuple. Quelle solution? Sans alternative. Alors on va élire les gens parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont mannequins, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont un système de copinage. Il faut arrêter ça et nous avons besoin d'une torche qui éclaire l'avenir et pour permettre à ce que nous puissions véritablement avoir des pieds sur terre, avoir notre fondation, avoir nos racines et tout ce qui peut venir de l'extérieur sera reçu. Mais ça va se greffer sur notre fondation. C'est ça la loi de contingence. La loi de contingence n'est pas la substitution. La loi de contingence, c'est la dogénisation de l'extérieur. Mais il faut qu'on trouve que nous avons des pieds sur terre. C'est comme ça qu'on va relever le défi. Et le vrai défi serait de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Très bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. L'ossature de notre émission d'aujourd'hui était les systèmes politiques avec en toile de fond pourquoi la démocratie est une distraction pour l'Afrique. Nous avions reçu pour vous M. Norbert Yambaya. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et puis président de la nouvelle vision panafricaine. Il est également chercheur dans plusieurs domaines. Panafricaniste. Panafricaniste. Voilà pourquoi il défend très bien ces systèmes noirs de l'Afrique et je crois que tous ces raisonnements nous aidera également à efflairer les différents problèmes du Congo et à nous déterminer pour des changements profonds et constructifs. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.